Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous vont m'apprécier parce qu'à mon avis, assez peu de romans que je vais vous présenter aujourd'hui risquent d'atterrir dans vos wishlists. Que voulez-vous, on ne peut pas toujours tirer le gros lot. Bonjour à tous et bienvenue donc dans un nouveau point lecture. Comme d'habitude, je vais vous parler de 4 romans que j'avais choisis parce que rapport au confinement qui depuis est terminé, à la situation sanitaire, etc., j'avais quand même une grosse envie de voyage qui n'était du coup pas possible dans la réalité. Par conséquent, à défaut de voyager en vrai, j'avais bien envie d'essayer de m'évader grâce à mes lectures. Alors j'ai tenté, mais je suis pas allée hyper loin, je vous avoue. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui je vais vous présenter des lectures qui auront été assez moyennes pour certaines, voire clairement catastrophiques pour d'autres. Oubliez donc les derniers points lecture où j'étais hyper heureuse de vous faire part de certains romans et où je vous encourageais vraiment à les découvrir. Aujourd'hui, ça va être beaucoup moins folichon. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre. Et je vous préviens, je ne suis pas à l'abri de râler, voire potentiellement de m'énerver peut-être par moment. Alors, trêve de bavardage, c'est parti. Je vais essayer de vous présenter ces 4 romans dans l'ordre où je les ai lus. Et il me semble que le plus ancien était donc Cadavres, vautours et poulets au citron de Guillaume Cherel aux éditions J'ai lu. Pourquoi est-ce que j'avais choisi ce roman ? Tout simplement parce que la 4e me promettait un beau voyage en Mongolie. Dans l'idée, je trouvais ça plutôt sympa. En plus, la 4e nous disait que l'on allait suivre Jérôme Beauregard, qui est un détective public. Bref, un mec qui vivote vite fait de son boulot de détective à Paris, qui va un jour faire la connaissance d'un type sur Facebook, un type un petit peu bizarre qui vit lui-même en Mongolie, à Ulaanbaatar. Et ce gars va un jour le contacter pour lui proposer du travail en Mongolie. Et quand je dis du travail, c'est bien évidemment du travail en rapport avec son boulot de détective, puisque son ami a, semble-t-il, reçu des menaces de mort, et par conséquent, il lui demande un petit peu de faire la lumière sur ces menaces, de savoir un petit peu qui est derrière tout ça. Ça, c'est le pitch de départ. Et malheureusement, les choses se sont un petit peu gâtées. Comme je l'ai dit à la base, en choisissant ce livre dans ma pile à lire, je m'attendais vraiment à être dépaysée, à découvrir la Mongolie, au moins en partie. Et soyons clairs, dans l'ensemble, c'est plutôt raté. Dès le début de ce roman, l'auteur fait très vite référence à Frédéric Dard et on sent effectivement qu'il s'en est grandement inspiré, sauf qu'attention, n'est pas Frédéric Dard qui veut. On se retrouve donc avec une histoire plutôt rocambolesque, des personnages assez barrés et du coup assez peu réalistes, et un humour, disons-le, franchement potache, voire vulgaire par moments. Et je vous l'annonce tout de suite, non. Je n'ai pas ri. Et pourtant, vous le savez, j'ai lu pratiquement tous les Nadim Monfils, c'est une de mes auteurs chouchous. J'ai également lu des romans de San Antonio. Mais là, il n'y a rien à faire. Franchement, l'humour n'a vraiment pas pris avec moi. Les quelques tentatives de jeux de mots sont pour moi toutes tombées à l'eau. Bref, vous l'aurez compris, je n'ai pas du tout accroché avec la plume de l'auteur. Et par conséquent, partant de là, forcément, ma lecture ne pouvait en être que compliquée. Il faut savoir que ce roman est raconté du point de vue du personnage principal qui est du coup ce Jérôme Beauregard. Un récit donc à la première personne comme s'il nous racontait finalement son histoire autour d'un verre, tous attablés à une table, ce qui fait qu'il n'est pas rare qu'il apostrophe directement le lecteur, un procédé très touchy qui, je sais, ne plaît clairement pas à tout le monde et qui ici pour moi n'a absolument rien apporté à cette lecture. En lisant le résumé, on s'attend bien sûr à suivre du coup une sorte d'enquête menée par ce privé. Or j'étais franchement déroutée parce qu'en fait ce roman est, je dirais, divisé clairement en 2 parties et que l'enquête à proprement parler ne commence que dans la 2e partie, c'est-à-dire au bout de 200 pages. Et du coup, que se passe-t-il dans les 200 premières pages, me demanderez-vous ? Eh bien, pas grand-chose. Ou plutôt toujours la même chose en fait. On y suit donc notre personnage Jérôme qui débarque à Ulaanbaatar, qui est accueilli par Pat, son ami, pseudo-ami rencontré sur Facebook, qui se déplace constamment avec toute sa garde armée
Et on suit donc Jérôme qui passe son temps à boire de la vodka jusqu'à ce que coma éthylique s'ensuive, à rendre visite à des prostituées et aussi de temps en temps, histoire de se défouler un peu, à donner dans la castagne. Et je vous avoue que ce schéma répété pendant pratiquement 200 pages, ça devient assez vite lassant. À tel point que j'ai même fini par me demander un moment si cette histoire n'était pas une sorte d'ode à l'alcoolisme. Et puis, si l'on en croit l'auteur, les Mongols sont tous des sortes de brutes épaisses, un peu simplées, qui passent leur temps à essayer de montrer leur virilité à coups de poing dans les dents du voisin, à se taper à peu près tout ce qui bouge, le tout bien sûr en étant imbibé H24 d'alcool de patate. Je vous assure que c'est vraiment le résumé qu'il en fait. Et j'espère donc franchement pour eux que la réalité est beaucoup moins caricaturale que ça. Vous l'aurez donc compris, cette première partie a été pour ma part assez ennuyeuse et stéréotypée à mourir. Heureusement, la deuxième partie est arrivée, deuxième partie dans laquelle il se passe un poil plus de choses, ou en tout cas l'histoire avance un peu puisque ça y est, dans cette deuxième partie, Jérôme sort enfin de sa léthargie de sexe et d'alcool pour tenter vaguement de faire avancer le schmilblick. Malgré tout, l'enquête en elle-même et son dénouement n'ont créé chez moi aucune tension, n'ont éveillé aucun suspense, et puis le pourquoi du comment en lui-même m'a franchement laissé de marbre. Ce que j'ai par contre apprécié, ce sont les quelques détails concernant la culture mongole que l'auteur a distillé dans cette deuxième moitié. Alors oui, il m'en aurait fallu beaucoup plus pour être clairement transporté dans ce pays que je ne connais pas, mais disons que c'était mieux que rien. Une lecture donc franchement très moyenne pour ma part, alors que si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que je ne suis absolument pas fermée aux histoires rocambolesques, voire même à l'humour potache, mais il faut que ce soit bien fait, et ici ça n'a pas collé. Un roman qui semblait franchement original et prometteur, mais qui je crois ne me correspond absolument pas. Ce sera peut-être votre cas. Écoutez, si vous l'avez dans votre pile à lire, c'est tout ce que je vous souhaite. Pour ma part, ce fut donc ma première et ma dernière expérience avec Guillaume Cherel, parce que j'ai déjà beaucoup trop de romans à lire dans ma palle pour, entre guillemets, perdre du temps avec une plume qui, à première vue, ne me correspond pas du tout. Donc voilà, j'ai tenté, ça ne l'a pas fait. J'ai envie de dire next. C'est pas grave, c'est les choses qui arrivent. Le roman suivant sera dans un genre tout à fait différent et il s'agit de Pourquoi Tokyo d'Agathe Parmentier aux éditions Pocket. On est d'accord, avec un titre pareil, ce livre me promettait un dépaysement total. Alors il faut savoir que nous ne sommes pas ici avec une fiction, mais plutôt avec une sorte de témoignage, compilation d'expériences. En fait, pour vous expliquer très simplement, Agathe Parmentier est une blogueuse, chroniqueuse de ce que j'ai pu comprendre. C'est une femme qui vivait à Paris, qui clairement en avait ras la cacahuète de la grisaille parisienne et qui en 2014 a décidé de partir s'installer au Japon et plus précisément à Tokyo avec juste une petite valise et l'espoir d'y trouver du dépaysement et de redonner un petit coup de boost à sa vie. Alors il faut savoir que durant l'année où elle a vécu à Tokyo, elle a tenu un blog en ligne où elle y a écrit des articles, certains donc que l'on retrouve ici et d'autres je suppose qu'elle a peut-être inventé pour l'occasion ou réécrit pour ce livre. Du coup on se retrouve finalement avec des chapitres qui se lisent chacun comme une sorte à chaque fois d'article de blog. Vous l'aurez compris, j'avais envie de dépaysement, j'avais envie d'en apprendre vraiment plus sur ce pays qui me fait tant rêver. Et je dirais que le contrat a été à moitié rempli. Le gros avantage de ce livre, je dirais que c'est qu'il se lit très rapidement et facilement, qu'il n'est pas prise de tête et qu'il a même un petit côté un petit peu amusant. Bon alors attention, quand je dis amusant, je n'ai pas non plus ri au point de m'enrouler par terre. Tout est relatif. Vous ne connaissez rien au Japon et souhaitez découvrir peut-être certaines spécificités de ce pays, et plus précisément de la ville de Tokyo, spécificités qui pour nous, en tant qu'occidentaux, peuvent nous sembler parfois drôles et parfois déroutantes, eh bien je pense que ce livre est fait pour vous. Pour ma part, ayant déjà certaines connaissances concernant la culture nippone,
J'avoue ne pas avoir appris grand chose de plus. Mais rien que pour avoir appris qu'une péridurale coûte pas moins de 7000 € au pays du soleil levant et que là-bas une pomme est presque considérée comme un produit de luxe puisqu'elle peut coûter jusqu'à, oui, 10 € l'unité, je suis tout de même très content d'avoir fait cette lecture. Même si je ne suis pas certaine que ce soit le genre de choses que je vais pouvoir recaser un jour dans une conversation. Mais rien que pour ma culture G, écoutez, c'était plutôt sympathique. Comme je l'ai évoqué, ce livre se compose donc de chapitres très courts qui sont des sortes de billets d'humeur écrits par une Française qui a choisi de s'expatrier là-bas pendant 1 an. Et si le style d'écriture d'Agathe Parmentier se veut plutôt décomplexé et un brin humoristique, j'avoue que par moments j'y ai trouvé quand même des airs un petit peu pompeux et un petit peu élitistes que malheureusement on retrouve assez régulièrement, je trouve, dans les articles de webzines parisiens. J'aurais donc pour ma part aimé y trouver un style vraiment plus personnel et décomplexé et pas un style qui fait genre d'eux. Et même si certains passages m'ont fait sourire, soyons honnêtes, j'étais très loin de rire à gorge déployée. Il faut aussi garder à l'esprit que ce livre ne permet de dresser un portrait que très partiel du Japon, puisqu'il se concentre finalement seulement sur la ville de Tokyo qui, comme bien souvent étant une capitale, est quand même assez différente du reste du pays. En même temps, vous me direz avec un titre pareil, il fallait bien que je m'attende à ce que l'on soit vraiment centré pratiquement que sur Tokyo. Sinon, elle aurait appelé ça Pourquoi le Japon ? J'avoue que j'ai du coup ressenti durant ma lecture certains manquements puisque j'aurais aimé que certains thèmes y soient abordés tels que les paysages, la nature et son importance pour la population nippone ou encore les traditions, des thématiques qui sont soit pas abordées du tout, soit vraiment très survolées. L'auteur nous présente finalement ici une image plutôt moderne, geek, gastronomique et un peu décadente du Japon. Elle s'arrête surtout sur des thèmes se voulant plutôt divertissants, susceptibles d'intéresser le plus de Français possible. Du coup, j'ai trouvé que certains chapitres étaient parfois un peu redondants, revenant par moments sur les mêmes thématiques. Clairement, pour moi, tous les chapitres ne se valent pas, que ce soit d'ailleurs au niveau de la qualité de l'écriture ou de l'intérêt même qu'ils peuvent apporter au lecteur. Néanmoins, j'avoue que certains ont été plutôt divertissants et informatifs. Pour ce qui est du côté des paysans, même s'il m'a clairement manqué des descriptions de paysages, j'avoue que d'être plongé dans des termes japonais, d'avoir des descriptifs de leur gastronomie ou encore de passer d'un quartier tokyoïte à un autre m'a tout de même fait pas mal voyager, au moins par l'esprit, à défaut de le faire en vrai. Alors oui, d'un côté, ça a réveillé, je dirais, une certaine forme de frustration de ne pas pouvoir voyager pour de vrai dans l'immédiat, mais en même temps, d'un autre côté, ça m'a aussi conforté vraiment dans mon envie de découvrir cette ville, et même d'ailleurs le Japon tout entier. Mais bon, avais-je vraiment besoin de ce livre pour me conforter dans cette idée ? Je ne suis pas certaine. Ce qui m'a finalement aussi un peu manqué dans ce récit, je pense, c'est le peu d'interaction qu'elle a eu avec la population locale. On se concentre donc presque exclusivement sur son ressenti et sur ses impressions de Française expatriée là-bas qui ne comprend pas forcément tout à la culture, tout à ce qu'on peut lui dire. Et ses avis et impressions sont par conséquent, parfois je pense un petit peu biaisés, voire influencés par ses préjugés d'européenne. Pour résumer, c'est donc un court récit qui se veut léger, un petit peu, vous savez, dans l'esprit de Tokyo pour les nuls, mais en version abrégée, et vu sous le prisme d'une Française en mal d'exotisme. Une petite parenthèse sympa donc qui fait le job du dépaysement passager, mais qui laissera clairement sur leur faim les lecteurs vraiment avides d'en apprendre plus sur le pays du soleil levant et sur sa culture, de comprendre, j'ai envie de dire un petit peu, tous ces rouages et ces spécificités qui sont parfois complètement à l'opposé de notre culture française. Une lecture donc sympa dans l'ensemble, mais qui n'était malheureusement pas à la hauteur de mes attentes. Et donc je pense je vais assez vite oublier un petit peu tout ce qu'il a pu m'apporter sur le moment. Je vois vraiment pas trop quoi vous en dire de plus. Comme je l'ai dit, pour moi, le plus difficile, c'est justement de vous parler de ces lectures un peu moyennes.
Et ce livre-là, je crois que je peux typiquement le ranger dans cette catégorie. C'était chouette, mais pas dingue. Avouez que comme résumé, on a fait mieux. Nous allons ensuite nous balader entre Paris, Nîmes et Venise avec La prétendue innocence des fleurs de Calderon et de Mora aux éditions Le Livre de Poche. Bon, alors je vais vous faire un résumé plus succinct que la quatrième qui pour moi on dit peut-être un peu trop parce que cette histoire prend un certain temps à s'installer. Disons que dans ce roman, on va vraiment suivre principalement le personnage de Marc, qui est procureur, il me semble, non pas du tout, juge d'instruction, qui un jour va recevoir dans son cabinet un bouquet de fleurs bien spécifique qui va le faire replonger dans son passé. Vous l'aurez donc compris, il sera énormément question dans cette histoire du langage des fleurs, de la signification des fleurs, mais pas que. Ce roman m'a permis de découvrir de nouveaux auteurs que je ne connaissais pas, d'en apprendre plus du coup sur la signification des fleurs, et également de voyager un peu, et c'est déjà pas si mal. Oui, parce que je n'avais pas tilté en achetant ce roman, mais en fait cette histoire a été écrite par un duo d'auteurs. Et vous allez me dire, à la vue de ce résumé, tu as dû plutôt apprécier ta lecture. Oui, mais il y a aussi dans ce roman des éléments que j'ai pour le coup beaucoup moins appréciés, et comme je le disais juste avant, ce titre c'est typiquement le genre de livre de lecture plutôt moyenne dont il m'est toujours assez difficile de parler. Comme je le disais, la lecture sympa mais sans plus. Concernant la plume des deux auteurs, j'avoue être partie avec certains préjugés en m'attendant à une plume simple, voire peut-être simpliste, et finalement j'y ai trouvé une écriture plutôt agréable et d'une certaine qualité. De ce point de vue-là, ça a donc été une bonne surprise pour ma part. D'ailleurs, j'ai débuté ma lecture pleine d'entrain, j'avançais franchement vite et bien, j'étais assez prise dans l'histoire, et au fur et à mesure, j'avoue avoir été de moins en moins emballée. Ce roman n'est pas très long en soi, il fait à peu près 400 pages et dans l'ensemble je ne peux pas vraiment dire que je me suis ennuyée, mais j'avoue qu'au fur et à mesure où on avançait dans l'intrigue, je me rendais compte que ça n'allait pas du tout dans la direction à laquelle je m'attendais. Alors vous allez me dire, oui, bah c'est très bien, mais bon, ça c'est vraiment que ton impression personnelle. Le souci, c'est que pour moi, la résolution en elle-même a été peu intéressante et assez commune. Vous savez, ce petit goût de déjà vu, ou là plutôt de déjà lu. Je crois tout simplement qu'au vu du résumé et du début du roman, je m'attendais à quelque chose de plus complexe. La fin en soi n'est pas inintéressante, mais disons que ce n'est pas le genre de choses que j'aime retrouver dans ce type de roman, et qu'en plus de ça, elle comporte pour moi une petite invraisemblance. Et si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que les invraisemblances, j'aime pas trop. Je crois que finalement, ce qui m'a le plus dérangé dans cette lecture, c'est que j'ai vraiment eu la sensation que les auteurs avaient eu une idée de thématique dont ils voulaient parler et qu'ils ont brodé autour de cette thématique une pseudo-intrigue, histoire de dire « ouais, on a une histoire ». En fait, ce roman m'a donné le sentiment que les auteurs avaient travaillé à l'envers. Alors, oui, l'histoire en soi tient à peu près la route, mais du coup, ça a donné lieu à des scènes que j'ai trouvées assez peu réalistes ou trop faciles, et comme je le disais, du coup, à certaines invraisemblances. Je sais que je suis tatillonne à ce sujet, mais que voulez-vous, dans ce type de roman qui se veut ancré dans la réalité, eh bien, j'ai tout simplement besoin de croire à ce en quoi je lis. Et là, c'était pas toujours le cas. Concernant les personnages, il n'y en a pas trop, ce qui fait qu'on les a tous plutôt bien en tête. Le problème, c'est que j'ai trouvé qu'il manquait peut-être un petit peu de complexité et que j'aurais potentiellement aussi aimé m'attacher à certains personnages, ce qui ici n'a malheureusement pas été le cas. Comme j'ai dit, j'ai par contre vraiment apprécié tout ce qui concerne la symbolique des fleurs. J'ai trouvé que c'était bien abordé, bien expliqué, qu'il n'y en avait en même temps pas trop non plus. Il faut savoir que la musique a également une part assez importante dans cette histoire, et par musique j'entends ici musique classique, et là encore c'est une partie de l'histoire que pour le coup j'ai beaucoup appréciée. Comme je le disais, l'histoire se déroule principalement à Nîmes, mais également en partie à Paris et à Venise, et j'ai vraiment aimé le côté dépaysant de cette histoire. Je ne connais pas Nîmes dans la réalité, mais en lisant, j'avais l'impression de visualiser un petit peu la région et de comprendre au moins en partie le style de vie des gens là-bas, et ça c'était vraiment chouette.
En ce qui concerne Venise, les descriptions qui en étaient faites m'ont rappelé de nombreux bons souvenirs et m'ont permis de revoir en pensée ces lieux absolument magnifiques. En résumé, c'était donc un petit thriller plutôt sympa, mais dont la fin m'a un peu déçue et dont malheureusement j'ai peur d'assez vite oublier le gros de l'histoire. Malgré tout, je reconnais que dans l'ensemble, j'ai plutôt apprécié le style, la plume de ce duo d'auteurs. Du coup, si je tombe sur un autre de leurs romans, eh bien pourquoi pas, je me laisserai tenter. Et avec une autre histoire un peu plus fouillée, ce pourrait être une franche réussite. Enfin, je dis ça, mais je ne me suis même pas renseignée à savoir s'ils avaient écrit d'autres romans. Ça se tombe, ils ont fait juste un essai et c'est tout. En tout cas, si vous avez l'info, si vous avez déjà lu des romans de ces auteurs, surtout, allez-y, dites-moi tout en commentaire. Et je terminerai ce point lecture avec un petit voyage du côté, je dirais, de la Russie, avec ce court livre La Reine des Terminus de Sofia Kupriashina aux éditions 10-18. Bon, je vais avoir beaucoup de mal à vous pitcher ce très court livre. En fait, on est ici avec une sorte de recueil de petites nouvelles qui sont une succession de scénettes d'une population un peu borderline, voire clairement borderline, qui vit dans un pays soviétique que personnellement j'assimilais franchement à la Russie. Je peux pas vous faire mieux comme résumé. Bon, en même temps, vu la taille du bouquin, y a-t-il vraiment besoin? Je ne suis pas certaine. Et en plus de ça, vu ce que je vais vous en dire, à mon avis, il ne risque pas de tenter grand monde. Alors, il faut savoir qu'à l'époque où j'ai acheté ce roman, soit je n'avais pas de compte Livre Addict, soit je n'allais pas franchement dessus de façon très régulière. Et du coup, lorsque j'ai débuté ma lecture, je suis allée la rentrer sur le site de Livre Addict et là, au malheur, j'ai eu la surprise de voir que ce livre était noté 5 sur 20. C'est clairement la pire note que j'ai jamais vue sur le site de Livre Addict. Et je comprends maintenant pourquoi, parce que clairement, je n'ai pas compris ni l'intérêt, ni le but de ce livre. Oui, dit comme ça peut paraître violent, mais je vous assure que c'est vraiment mon ressenti. Heureusement, comme je l'ai dit, c'est un récit très court parce que personnellement, pour moi, ce livre n'avait ni queue ni tête. Au début de ce recueil, on nous dit que l'auteur est une sorte de mélange entre Virginie Despentes et Bukowski. Alors, je n'ai personnellement jamais lu Bukowski. Par contre, je commence à avoir lu pas mal de romans de Virginie Despentes et à avoir du coup une vision assez globale de ce qu'elle peut faire. Et si je n'ai clairement pas adhéré à tous ces romans, je dois reconnaître que dans l'ensemble, je trouve qu'il y a toujours un certain message, un certain but derrière toute la partie sexe et trash que peut comporter ces histoires. Or ici, j'ai franchement eu le sentiment que l'auteur faisait juste du trash pour du trash. Les différentes petites histoires n'ont aucun sens et aucun rapport entre elles, si ce n'est celle de mettre en scène des personnages totalement à la dérive, d'ailleurs bien souvent des femmes, pour qui tout n'est que sexe, alcool, misère et déchéance. Le langage employé est cru, voire très cru par moments. La 4e de couverture nous dit que l'auteur y a mêlé de la poésie. Alors il faudra m'expliquer où est la poésie dans ce recueil parce que personnellement je ne l'ai absolument pas vu. Je ressors donc de cette lecture avec le sentiment de n'avoir rien compris, d'avoir perdu mon temps et que la population soviétique passe son temps à se complaire dans la crasse, le sexe et l'alcool, le tout de façon très malsaine. Vous le savez, en plus, en soi, je n'ai rien contre le glauque, voire même le vulgaire s'il sert un propos ou un but, mais ici, pour moi, c'était vraiment du vulgaire sans raison. Je vous avoue que j'en suis même arrivée à me poser la question de savoir si l'auteur avait écrit ce recueil en étant dans son état normal ou non, et j'arrive franchement à en douter. C'est dommage, mais je vous avoue que du coup mon expérience avec ce petit bouquin m'a franchement refroidi dans mon envie de découvrir un petit peu plus les auteurs russes. Parce que s'ils sont tous comme ça, clairement ce sera pas du tout fait pour moi. Vous l'aurez donc compris, pour moi ce petit livre, et d'ailleurs heureusement qu'il est aussi petit, ne représente aucun intérêt. Je ne le recommande absolument pas, et très sincèrement je n'ai pris aucun plaisir à le lire. Donc next, adieu Sofia Kupriashina,
une fois pas deux. C'est dommage hein, parce que j'avais vraiment dans l'idée de voyager en Russie ou en tout cas dans les pays soviétiques avec ce court roman. Mais là, j'ai juste voyagé dans l'enfer et l'incompréhension totale. Alors certains me diront probablement « Oui, tu es complètement passé à côté de ce roman ». Oui, ça c'est sûr que je suis complètement passé à côté. Et en tout cas, si vous l'avez lu et que vous l'avez apprécié, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous avez tant aimé dans ce livre. Parce que là, vraiment, je comprends pas. C'est donc ainsi que va se terminer ce point lecture. Comme vous l'aurez vu, j'ai tenté de voyager au travers de mes bouquins et ça n'a pas été une franche réussite. Du coup, on croise les doigts pour pouvoir assez rapidement revoyager pour de vrai, parce que j'avoue que le dépaysement, ça commence franchement à me manquer. En tout cas, si vous avez en tête des titres qui permettent vraiment de s'évader dans d'autres pays, de découvrir d'autres cultures, etc., là encore, donnez-les-moi en commentaire s'il vous plaît, ça m'intéresse vraiment. Parce que bon, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un reconfinement. Du coup, dans l'éventualité où on ne pourrait pas tout de suite revoyager, j'aimerais autant avoir de bons titres sous la main. Et j'espère malgré tout que ce point lecture très mitigé vous aura été utile, au moins peut-être potentiellement pour écarter certains titres qui pouvaient vous tenter. Disons que si vous avez les mêmes goûts littéraires que moi, j'aurais au moins servi de crash test, c'est déjà pas si mal. Et je vous rassure tout de suite, concernant le prochain point lecture, il y aura des lectures beaucoup plus réussies. Si vous voulez être informé en temps réel de la sortie des prochaines vidéos, surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté de votre abonnement. J'espère du coup vous retrouver très prochainement sur la chaîne. En tout cas moi, comme d'habitude, je serai bien sûr au rendez-vous. En tout cas, je fais mon maximum pour. Et je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. À très bientôt. Bye!